Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sans filtre et sans script. Aujourd'hui, mon setup s'est encore amélioré parce que j'ai augmenté un peu la pile de livres sur lesquels je pose mon téléphone. J'ai rajouté un tome de One Piece. Bientôt, je pourrai me filmer en plongée si je continue à rajouter des livres de ma collection comme ça. Je vais filmer depuis mon plafond. Bref, alors hier, je vous avais entretenu d'un livre plutôt humoristique qui s'intitulait donc Sin Noticias de Gurb. Je le redis juste pour avoir le plaisir de ne pas avoir l'air bête, parce que c'est fini maintenant, les incursions dans le monde où on parle des langues civilisées et correctes est terminé. Retour à la civilisation, à la science-fiction anglo-saxonne. Hurrah! Bon, au moins, là, je vais vous présenter un livre d'Isaac Asimov. Alors, Isaac Asimov, je sais comment ça se prononce. C'est déjà ça. Alors aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter un livre d'Isaac Asimov, un recueil de nouvelles plus précisément, qui n'est pas forcément très connu, même des fans. Il s'agit du recueil de nouvelles qui s'intitule Azazel. Moi, pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que, en fait, dans l'œuvre d'Asimov traduite en français, ce que je préfère, ce sont ces textes courts. Alors vous allez me dire, mais oh, cher Daron, mais quelle hérésie, quel blasphème, parler ainsi d'une œuvre qui compte les deux plus grands cycles de la science-fiction de l'âge d'or, le cycle de fondation d'un côté, le cycle des robots de l'autre, que l'auteur a réussi par un coup de théâtre littéraire absolument prodigieux à fusionner finalement à la fin, et auquel il a adjoint par des artifices littéraires dont lui seul avait le secret au moins 3 de ses romans. Ah, vous le saviez peut-être pas ça. Donc il y a adjoint un des premiers romans qu'il ait écrit, Caillou dans le ciel. En fait, selon lui, finalement, ce Caillou dans le ciel se trouve quelque part entre l'histoire de fondation et l'histoire du cycle des robots, à un moment où la Terre commence à être vraiment radioactive et où on a oublié que c'était le monde d'origine de l'humanité. Bref. Ensuite, il y a adjoint Némésis, un très bon roman que je vous conseille de lire. Donc Némésis, selon lui, c'est l'origine de Gaïa dans Fondation. Et il cite à la fin du cycle de Fondation un de ses romans qui avait l'air d'être tout à fait déconnecté d'un cycle et de l'autre, mais il devait ne pas avoir envie de faire de gaspillage, donc il cite la fin de l'éternité. Donc il me semble que c'est dans Terre et Fondation, mais si je me trompe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas relu le cycle de Fondation. Eh ben oui, et moi, au lieu de relire ça bien gentiment, eh bien non, je préfère lire Azazel et lire les nouvelles de robots, parce que je trouve que c'est dans le format court que le style d'Asimov s'épanouit le mieux. Et alors pourquoi j'ai choisi Azazel? Parce que Azazel, c'est un recueil de nouvelles, donc ce sont des nouvelles qui ont été d'abord publiées dans des revues de science-fiction, un peu comme d'habitude, dont sa propre revue. Franchement, là, je n'ai pas envie de me fatiguer, de me ridiculiser à essayer de prononcer de l'anglais. Donc voilà, Isaac Asimov avait sa propre revue de science-fiction et il y a fait publier ses histoires d'Azazel. Voilà, on s'en fiche du titre. Euh, Vraiment désolée, mais au bout d'un moment, je n'en peux plus. Euh, oui, donc Azazel, en fait, ce sont des histoires qui se rapprochent un peu dans le ton, de son style dans ces recueils des Veufs Noirs, si vous avez l'occasion de les lire. Moi, je trouve aussi que c'est une lecture sympathique. Alors, Azazel, de quoi il s'agit? Alors, le nom d'Azazel, c'est le nom d'un petit démon. Donc on voit tout à fait les noms qui terminent en L comme ça, voilà, ça signe la tradition hébraïque et on voit qu'on est dans un nom de démon qui est vraiment vétérotestamentaire. Bien. Euh, Asimov, cependant, au départ, l'avait créé comme un démon, puis lorsqu'il a voulu le publier dans son propre magazine de science-fiction, on lui a fait remarquer que les démons, ben, c'était pas vraiment des êtres de science-fiction, n'est-ce pas? Donc Azazel s'est retrouvé affublé d'une nouvelle identité, et le voici qui est à présent un extraterrestre.
Mais enfin, Asimov oublie de temps à autre, malgré la mémoire prodigieuse dont il se targuait d'être le propriétaire, il oublie de temps à autre que ce petit Azazel est passé de démon à extraterrestre, et donc Azazel a une identité tout à fait fluide. Ne vous étonnez pas, ce n'est pas ce qui est le plus important chez lui. Azazel, donc, est apparu chez un ami fictif d'un Asimov plus ou moins fictif, qui s'appelle George. George est un pique-assiette de la plus belle eau, qui passe son temps donc à essayer de se faire inviter, d'extorquer de l'argent à tous ses amis. Bon, pour ce faire, il a recours à la flatterie et à d'autres artifices plus ou moins lamentables. Et donc, Georges, un jour, a réussi à faire advenir à notre réalité le fameux petit démon Azazel. Donc Azazel, même qu'il soit un extraterrestre ou un démon ou une entité de je ne sais où, n'est jamais une entité très remarquable physiquement. D'ailleurs, il est très peu décrit. Il est très peu décrit. On sait qu'il mesure 2 centimètres ou il me semble que c'est 1 pouce. Voilà, les anglo-saxons et le système métrique. Bref. Donc il mesure ces 2 petits centimètres et il apparaît comme ça. Alors il apparaît toujours dans des circonstances complètement abracadabrantes. Georges l'invoque et puis alors il apparaît alors qu'il était au sauna en train d'essayer de draguer des superbes créatures de sa dimension. Bref. Et alors, il fait 2 centimètres et apparemment, dans son univers, quel qu'il soit, il n'est pas du tout une entité très considérée, hein, il est plutôt ridicule. Donc, il est plutôt heureux de pouvoir faire le malin en faisant étalage de ses pouvoirs dans notre univers à nous. Alors, les nouvelles sont très simples, hein, ce sont des nouvelles assez brèves, de quelques pages, et alors à chaque fois, c'est la même chose. Georges rencontre notre Isaac Asimov, le double d'Isaac Asimov fictionnel, plus ou moins, la plupart du temps dans un restaurant, se fait inviter, lui dit qu'il est arrivé quelque chose à un ou une de ses amis, et Asimov lui dit: «Ah oui, ça doit être à cause d'Azazel». Georges lui dit à chaque fois: «Je ne sais pas où est-ce que vous avez entendu parler d'Azazel, je suis la discrétion même sur ce sujet». Asimov se moque de lui. Ensuite, Georges raconte toute l'histoire, et à chaque fois, en fait, c'est toujours la même trame narrative, hein, vous pouvez pas vous tromper. Un ami de Georges a un souci. Georges, par pure bonté d'âme, ou en fait parce qu'il veut obtenir des faveurs de la part de cet ami, décide d'invoquer Azazel pour lui demander de résoudre la situation. Azazel, comme une IA mal réglée, euh, réagit comment dire, à la demande de façon tout à fait contre-productive, et des catastrophes s'ensuivent pour l'ami, pour Georges ou pour les deux. Voilà, c'est toujours le même scénario. C'est toujours pareil. Alors vous allez me dire, mais à quoi bon lire quelque chose qui est toujours pareil? Bon, moi je sais pas, Noël c'est tous les ans et je suis quand même toujours contente, hein, j'aime bien les choses qui reviennent comme ça. Et puis voilà, par rapport au livre dont je vous ai parlé hier, c'est un peu le même sujet, c'est-à-dire que dans le livre dont je vous ai parlé hier, l'extraterrestre, avec sa naïveté, montrait un petit peu euh, les défauts de la société donc espagnole de la fin du XXe siècle, montrait des défauts de l'âme humaine, enfin c'était une satire. Et là c'est un petit peu la même chose, puisque finalement les humains sont victimes d'Azazel, mais prioritairement ils sont victimes de euh, leur propre, comment on pourrait dire, travers, défauts, voilà, ils sont égoïstes, ils courent après l'argent, ils veulent une chose. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui revient régulièrement. Ils veulent une chose, ils désirent une cause et ils en haïssent les effets. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement au cours des nouvelles. Donc, voilà, ils ne prennent pas toute la mesure des souhaits qu'ils ont, et finalement, ben, ça leur revient dans la figure, et ça devient une catastrophe.
Ce qui me plaît aussi dans ces nouvelles, bon, ça me plaît pas particulièrement que les humains soient dans des catastrophes, mais comme en général, ceux qui sont sympathiques s'en sortent bien et que ceux qui sont antipathiques, il leur arrive, en gros, ce qu'ils avaient appelé de leur vœu, ma foi, ça reste finalement assez moral. Mais voilà, ce qui me plaît particulièrement, c'est le style, parce que là, Asimov s'est complètement lâché. Si vous êtes un lecteur de ces classiques, alors les classiques des années 50, hein, c'était vraiment très sage, l'humour, vraiment pratiquement il n'y en a pas, le style était vraiment maîtrisé. Donc d'ailleurs dans Moi Asimov, il explique qu'il aimait bien faire des belles phrases, des périodes et tout ça, et qu'un éditeur lui avait dit oui. Isaac, comment est-ce que Hemingway aurait écrit que le soleil s'était levé ce matin? Le soleil s'est levé ce matin. Voilà, t'as compris. Et Asimov, ayant retenu la leçon, avait adopté, du coup, pour la plupart de ses livres, un style euh, maîtrisé, mais simple à dessein. Et croyez-moi, c'est extrêmement difficile à réussir. Là, dans Azazel, ou comme dans le Club des Veufs Noires, il se lâche complètement, il y va, il est ironique, sarcastique, il invente des mots, il est à fond dedans. Je vais vous lire un petit passage d'une des nouvelles où, alors en plus de tout, là, les nouvelles ont été écrites au cours des années 80 et maintenant Asimov assume son identité de juif. Alors il a toujours été athée, mais son identité culturelle est juive. Et donc là, il met du yiddish, allez, soyons fous. Euh, et voilà, on n'est plus du tout dans les années 50 où il était où il avait été sommé de trouver un pseudonyme parce que son nom faisait trop juif ashkénaze. Non, maintenant, hop, il y va, il met du yiddish et allons-y. Bon, ce n'est pas la première fois, hein, mais là, disons que dans l'histoire que je vais vous lire, enfin, dont je vais vous lire un extrait, ça fait partie du ressort comique en fait. Alors, dans cette histoire, nous avons un monsieur, excusez-moi, j'allume, parce que je ne l'ai pas en format papier, donc je l'ai sur ma liseuse, c'est pas très impressionnant, hein. Dans cette histoire-là, un ami de Georges, qui s'appelle Menander, on va dire que ça se prononce comme ça, heu, explique à Georges au tout début, qu'il est un cloutz. Donc un cloutz, on comprend que c'est quelqu'un qui est très maladroit, mais en fait lui, il n'est pas un cloutz en lui-même, il est en fait une sorte de porte-poisse. Il s'approche des gens et les gens se cassent la figure, il déclenche des pluies, chaque fois qu'il prend sa voiture, la pluie se met à tomber, euh, il déclenche des accidents de la route, enfin bref. Et du coup, il est extrêmement malheureux de cette situation, et il se dit, voilà, j'en ai assez de pratiquer le clouticisme à distance, et j'ai fait trop de mal à l'humanité, je n'ose pas imaginer toutes les personnes à qui j'ai fait tort, même sans le savoir. N'aie crainte, lui dit Georges, je vais t'arranger ça illico. Ah, mais alors en échange, Georges est tout content, en échange, il va peut-être pouvoir en tirer un avantage financier. Ah, en échange, non, la déception, notre Menander souhaite que s'il ne fait plus de télécloutisme, il puisse en échange sauver l'humanité pour réparer un peu tous les torts qu'il a faits. Bon, Georges est un peu déçu, mais enfin il se dit, bon, ma foi, il veut sauver l'humanité, c'est quand même bien, allez, on invoque Azazel, il invoque Azazel, Azazel qui arrive alors qu'il était au sauna, très mécontent, et qui lui dit, bon, ben, mais bon, comme il lui présente une idée intéressante, pour une fois, ça va. Donc là, il lui dit, oh ben c'est bon, t'inquiète pas, c'est résolu, mais par contre, là, on ne peut plus, on ne pourra plus revenir en arrière, c'est fait, c'est fait. Bon. Il va voir son ami, il lui explique que son télécloutisme est définitivement terminé, et l'ami est tout content parce qu'effectivement, bah, il ne se passe plus de catastrophes autour de lui. Il est très heureux. Mais quelques jours plus tard, il se rend à la banque et l'ordinateur de la banque tombe en panne. Ah, peut-être une coïncidence. À son travail, ils achètent un nouvel ordinateur, l'ordinateur tombe en panne. Oups, 2 fois, ça commence à devenir trop. Et finalement, mais il se rend compte qu'il fait tomber les ordinateurs, il les fait planter. Euh,
Et du coup, il va voir son ami, il lui dit, il va voir Georges, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Et Georges lui explique. Menander, lui dis-je, votre télécloudsisme est radicalement inactivé et pour toujours, sauf sur les ordinateurs, uniquement sur les ordinateurs. Vous avez ma parole à ce sujet, vous êtes guéri pour tout le reste et à jamais. Eh bien, guérissez-moi pour les ordinateurs aussi. Il se trouve, Menander, que c'est impossible. Vous n'êtes pas guéri pour le hardware, à moins que ce ne soit pour le software. Quelle prononciation! Cette fois-ci, j'ai fait exprès. Et vous ne le serez jamais. Je m'efforçai de chuchoter le plus bas possible cette dernière partie de la phrase, mais il l'entendit tout de même. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui m'a fichu une espèce de cervelle de lapin glolâtreux, d'imbécile omnicloudistique, d'arrière-train de chameau dycentrique à la graisse de rhinocéros comme ça? On pourrait croire à vous entendre qu'il en existe plusieurs races, ce qui n'a pas de sens, Menander. Vous ne vous souvenez donc pas que vous vouliez sauver le monde, et vous ne comprenez pas que cela est la cause de tout ce qui est arrivé? Non, je ne comprends pas, et vous allez m'expliquer tout ça. Prenez votre temps, vous avez 15 secondes. Allons, allons, on se calme. L'humanité est confrontée à une explosion informatique. Les ordinateurs vont très vite devenir de plus en plus polyvalents, toujours plus intelligents et capables d'accomplir des tâches sans cesse plus nombreuses. Les êtres humains en seront irréparablement dépendants. Un jour, les hommes finiront par construire un ordinateur qui dominera le monde et ne leur laissera plus rien faire. À ce moment-là, il se pourrait bien qu'ils décident de se débarrasser d'eux pour de bon, puisque aussi bien ils ne lui seraient d'aucune utilité. Évidemment, avec la suffisance qui nous caractérise, nous nous disons que nous pourrons toujours débrancher la prise, si les choses se gâtent. Mais futés comme vous l'êtes, vous savez bien que nous n'en serons pas capables. Un ordinateur assez intelligent pour faire le travail du monde entier sans ceux qui le peuplent saura défendre sa propre alimentation électrique et de la même façon trouver l'énergie qui lui est indispensable. Cet ordinateur sera inoxydable. Alors là, note, il a écrit inoxydable, c'est une petite finesse du traducteur, inoxydable dans le sens on ne peut l'oxyre, et pas il ne peut être oxydé. Et l'humanité irrémédiablement condamnée. Et c'est là, mon ami, que vous intervenez. Vous serez mis en sa présence, ou bien peut-être ferez-vous simplement en sorte de passer à quelques kilomètres de lui. Il tombera instantanément en panne et l'humanité sera sauvée. L'humanité sera sauvée. Pensez à cela, Menander, pensez-y. Menander y pensa de l'air d'un homme point arrivé à son summum de ravissement. En attendant, dit-il, je ne peux pas approcher d'un ordinateur. C'est, répondis-je, qu'il fallait absolument verrouiller votre informatique cloudsisme et le rendre irrévocable, afin d'être sûr qu'au moment voulu, rien ne tournerait mal et que l'ordinateur serait en quelque sorte sans défense contre vous. C'était le prix à payer pour ce grand don de vous-même que vous avez personnellement exigé et pour lequel votre nom sera honoré dans l'histoire à venir. Vraiment? Dit-il. Et quand ce sauvetage doit-il avoir lieu? D'après mes sources, répondis-je, il devrait se produire d'ici une 60aine d'années à peu près. Bon, le côté positif de la chose, c'est que vous savez maintenant que vous vivrez au moins jusqu'à l'âge vénérable de 90 ans. Mais en attendant, reprit Menander en élevant la voix, oublié du public qui se retournait pour nous considérer avec intérêt, en attendant, le monde se dotera de plus en plus d'ordinateurs, et je serai incapable d'approcher d'un nombre sans cesse croissant d'endroits. Le nombre de choses que je serai dans l'incapacité de faire ira en augmentant. Et tout se passera comme si je me retrouvais par ma propre faute, dans une prison totale et absolue. Mais vous finirez un jour par sauver l'humanité, c'est ce que vous vouliez. L'humanité peut toujours crever, hurla Menander en se levant tout à coup pour se jeter sur moi. Si je parvins à m'enfuir, c'est uniquement à l'intervention de braves gens qui se trouvaient à passer dans les environs et qui s'emparèrent du pauvre garçon que je le dois. Aujourd'hui, Menander est sous analyse profonde, avec un psychanalyste freudien de l'espèce la plus déterminée, ce qui lui coûtera une fortune assurément, et ne lui fera rigoureusement rien, comme de bien entendu. Ayant terminé son récit, Georges plongea son regard dans les abîmes de la chope de bière qu'il avait sifflée à la vitesse de l'éclair, lancée d'une main sûre. Il y a une morale à cette histoire, dit-il. Laquelle? On n'imagine pas à quel point les gens peuvent être ingrats tout de même. Et c'est bien vrai. Donc voilà, une petite histoire, enfin la fin d'une petite histoire, tout à fait dans le style de ce qu'on peut trouver dans Azazel. J'espère que cela vous aura plu et vous aura donné envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce bouquin-là, qui est vraiment sympathique et qui nous fait découvrir Asimov sous un angle auquel en fait on n'est pas tellement habitué. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo sans filtre et sans script.
Au revoir.